Merci beaucoup, Antoine. Je vois que l'heure, passe, donc on va probablement passer à la seconde présentation. On a la chance d'avoir le professeur Erwan Donal avec nous aujourd'hui. Donc, Erwan, tu as 15 minutes. Ouais, Ouais, voilà, 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 mmh, j'ai un souci de son, mais je vais parler dans le vide. Alors voilà, je commence. Donc du coup, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'était un papier de Jazz qui s'intéresse tout particulièrement à l'évaluation échocardiographique dans l'amylose AL et dans l'amylose TTR, qu'elle soit sauvage ou génétique. L'idée étant de voir dans quelle mesure des paramètres permettent de distinguer l'une et l'autre, et puis aussi de savoir si finalement des choses simples peuvent permettre d'améliorer le suivi, et ça répondra peut-être à quelques des questions qui ont été abordées précédemment avec Antoine. Donc du coup, pour commencer, je pense que c'est important de savoir qu'il y a un rôle central de l'échocardiographie dans le suivi des patients et dans la définition du pronostic, que ça soit dans l'amylose AL et dans l'amylose à transthyrétine, avec un certain nombre de papiers qui sont sortis ces dernières années, qui mettent en évidence la valeur de paramètres comme le strain ou ainsi de suite. Mais que peut-être on n'a pas suffisamment regardé ce qui pouvait distinguer le pronostic des patients, qu'ils soient AL ou qu'ils soient transthyrétine. Donc là, l'avantage qu'on a sur ce papier, c'est que l'on a une cohorte rétrospective, certes, mais tout de même une cohorte de 2000 patients à la Mayo Clinique, avec bon, une propension à avoir des patients qui ont une amylose AL qui est importante, puisque vous voyez, c'est 57%, versus 32% de wild type et 11% de patients qui ont une atteinte génétique ATTR. Donc l'objectif du travail était donc d'analyser de manière parallèle ces trois groupes et de voir si les paramètres échocardiographiques qui ont été enregistrés dans la cohorte Almayo clinique étaient associés au pronostic et comment sélectionner les bons paramètres. Alors, clairement, déjà, on voit, et c'est peut-être pas une nouveauté pour la plupart d'entre nous, c'est que quand on fait l'échographie d'un patient qui a une amylose AL ou une amylose à transthyrétine, on n'a pas tout à fait les mêmes phénotypes. On voit que dans l'amylose AL, il y a moins d'hypertrophie, mais que le pronostic est peut-être plus mauvais et qu'il y a vraiment un effet toxique direct des chaînes légères qui fait qu'on a un myocarde qui va devenir très pathologique pour un degré d'hypertrophie qui est moindre que quand on a une amylose à transthyrétine, où là, on va avoir des hypertrophies du ventricule gauche, du ventricule droit qui peuvent être notables avant que la dysfonction s'installe. Euh, et donc, ça, c'est quand même intéressant. Donc, bien sûr, le strain a été mis en évidence comme un marqueur très important, peut-être moins dans l'amylose AL que dans l'amylose à transthyrétine. Vous avez ici les courbes de survie des patients, mettant donc en évidence ce que je viens de dire concernant l'amylose AL et l'amylose à transthyrétine. Donc là maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir si on peut donc utiliser des marqueurs échographiques différents d'un type d'amylose à un autre type d'amylose. Et donc, ce que l'on voit dans cet essai, donc où ils ont repris toutes leurs échocardiographies des patients, de leurs 2000 patients, c'est qu'il y a pour le stroke volume index, qui avait déjà été rapporté il y a maintenant près d'une quinzaine ou une vingtaine d'années comme un marqueur important, ainsi que la durée du temps d'éjection. En tout cas, là, ils mettent en évidence que c'est un marqueur pronostic indépendant, et ce, aussi bien dans l'amylose AL que dans l'amylose à transthyrétine. Et ce qui est intéressant, c'est que cette valeur euh, de ce paramètre échocardiographique simple, qu'est le volume d'éjection systolique, il est additif aux paramètres classiques que l'on peut utiliser. Et bien sûr, on pense au NAC score, où vous voyez ici sur la droite de la diapositive le fait d'y ajouter le stroke volume index améliore la discrimination des patients et permet donc de mieux sérier le pronostic de ces patients, qu'ils aient une amylose à transthyrétine ou qu'ils aient une amylose AL. Ce que l'on voit aussi dans ce papier, c'est qu'il y a une importance toute particulière à ne pas regarder que le cœur gauche, mais aussi regarder le cœur droit, et en particulier dans l'amylose AL, il est mis en évidence la valeur pronostique des paramètres de fonction ventriculaire droite, que peuvent être le couplage ventriculo-artériel avec le TAPS sur PAPS,
et la valeur de S' enregistrée sur le bord libre de l'anneau tricuspide. Donc voilà tous les paramètres qui ont été étudiés, hein. Donc je me suis concentré sur ceux qui étaient les plus pertinents, mais bien sûr que ceci ne remet pas en cause la valeur du strain, la valeur du ratio base-apex du strain, qui est toujours très important, beaucoup plus semble-t-il que la fraction d'éjection, mais quelque part ceci avait déjà été indiqué précédemment. Le fait d'avoir une valvulopathie est bien sûr quelque chose qui est important, mais vous voyez sur ce tableau, pour essayer d'aller vite et de rester dans le timing, que il est tout à fait important de regarder le cœur droit, l'onde prime, mais aussi le strain de la paroi libre du ventricule droit. Et c'est même peut-être plus important que la mise en évidence d'une fuite tricuspide, ce qui pourtant, enfin, en tout cas dans notre expérience, ça semblait être un marqueur associé à une aggravation de la maladie. Donc vraiment, les paramètres de fonction semblent très importants. Et vous voyez, plus que le TAPS seul, c'est vraiment plutôt le TAPS-PAPS qu'il faudra regarder et non pas le TAPS tout seul. Et donc, si on doit privilégier un paramètre ou deux paramètres, c'est plutôt S' et le strain du ventricule droit. Donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que dans les analyses multivariées, ils mettent en évidence une valeur pronostique indépendante de ce stroke volume index, elle est vraiment un marqueur qui sort quel que soit le type d'analyse qu'il fasse, que cette valeur pronostique, elle est modeste en termes statistiques, mais elle a peut-être un impact clinique important, parce que c'est quand même pas très compliqué de mesurer le volume d'éjection systolique. On le fait tout à fait pour les sténoses valvulaires aortiques, indépendamment de l'amylose. Et peut-être que ça répond à la question des bêta-bloquants évoqués précédemment, dans la mesure où clairement, si on a un patient qui a des volumes d'éjection systolique extrêmement bas, on peut s'attendre à ce que l'introduction d'un traitement bêta-bloquant soit extrêmement mal tolérée, indépendamment de l'effet tensionnel. Donc, accompagnant ce papier donc, de Jazz, il y avait un éditorial qui reprend ce que je viens de dire d'une certaine manière, mais qui vraiment insiste sur le fait que c'est important sans doute de bien faire attention et de rapporter dans nos comptes rendus ce volume d'éjection systolique pour cette valeur pronostique donc, qui est démontrée sur cette cohorte de 2000 patients et que ce soit dans l'amylose AL ou dans les amyloses à transthyrétine, mais aussi peut-être donc pour intégrer cette mesure du volume d'éjection systolique dans une application pratique de comment on va gérer les traitements pharmacologiques et effectivement peut-être grader les médicaments classiques de l'insuffisance cardiaque plus facilement et peut-être justement donc avoir un impact sur la décision ou non de mettre un traitement bêta-bloquant quand on a une FA très rapide chez un patient ayant une dysfonction ventriculaire gauche, euh, puisque si on altère le volume d'éjection systolique, on altère le pronostic et donc il faut quand même être attentif à bien surveiller tout ça. Donc du coup, ça semble très important de rapporter ce volume d'éjection systolique. Ça permet d'insister, ce qui n'est peut-être pas forcément vu quand on fait une mesure de la fraction d'éjection ou du strain, que beaucoup de patients vont avoir un bas débit et que ce bas débit, indépendamment de la fréquence cardiaque, est sans doute un argument pour être très prudent sur les bêta-bloquants, que c'est facile à mettre en œuvre et que donc je me trouvais intéressant de discuter ce papier pour pouvoir vraiment peut-être que à partir de cet après-midi, chacun le mette dans son compte rendu. Donc il y a des différences entre l'amylose AL et l'amylose à transthyrétine, mais finalement, l'objectif du papier qui était de mettre en évidence des paramètres différents de l'une ou l'autre de type d'amylose se conclut à cette valeur du volume d'éjection systolique, tout en insistant bien sûr, donc comme je l'ai dit, sur l'importance de la fonction ventriculaire droite, en particulier dans l'amylose AL, alors que peut-être pour les amyloses à transthyrétine, on sera plus attentif à la dysfonction diastolique, au volume de l'oreillette gauche et à la présence de valvulopathie, en particulier de sténose valvulaire aortique. Donc, il y a ces paramètres que j'ai essayé de citer sur la diapositive qui sont connus, sans doute utilisés par la plupart, mais que vraiment, il semble important d'y associer ce volume d'éjection systolique pour mieux stratifier le risque et peut-être mieux prendre en charge les patients. Donc, je trouvais que c'était intéressant en complément du papier très bien présenté par Antoine, d'insister sur celui-ci parce que
comme on le fait peut-être dans la fuite tricuspide qui m'intéresse beaucoup ou dans la dysfonction ventriculaire droite, bah, le fait d'avoir un volume d'éjection systolique bas, c'est quand même quelque chose qui va nous aider à adapter le traitement pharmacologique et que, donc c'est sans doute quelque chose, enfin, en tout cas, ça me paraissait être quelque chose qu'il fallait utiliser dans notre pratique. Voilà, je vous remercie et bien sûr, j'insiste quand même sur les limitations, hein. C'est une étude monocentrique, certes à la Mayo Clinique, mais tout de même monocentrique. Elle est rétrospective et la valeur statistique du volume d'éjection systolique est limitée, mais la valeur pratique est sans doute plus importante que cette simple analyse statistique. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Erwan. C'est un papier super intéressant. C'est vrai que c'est monocentrique, mais bon, il y a quand même enfin, le nombre de patients inclus est quand même assez, important. Alors justement, le stroke volume, c'est vrai que moi, j'ai tendance, c'est vrai, à souvent le regarder. Ce papier-là met en avant son intérêt, mais est-ce que toi, dans ta pratique clinique, tu as un seuil au-dessous duquel justement tu te dis: «Ah, là, il est vraiment très altéré». Est-ce que tu prends le même que pour la sténose aortique? Est-ce que tu en utilises un autre? Bah, j'aurais tendance à dire qu'on va prendre, effectivement celui de la sténose aortique et que mais cela dit, c'est intéressant parce que quand je vois ce que font les jeunes internes dans le service, alors que, il me semble pas que c'est quelque chose que l'on a dit quand on fait la visite ou la contre-visite, mais les internes regardent le volume d'éjection systolique des comptes rendus d'échographie et sont beaucoup plus frileux, indépendamment de l'amylose, hein, quand il y a un volume d'éjection systolique qui est inférieur à 35, à mettre les bêta-bloquants ou à augmenter les bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque au sens large. Mmh. Donc finalement, ça a résonné dans ma tête comme, si les internes m'avaient appris un truc avant même que je lise le papier. Parce que moi, j'avoue, je regardais pas les bê le volume d'éjection systolique pour mettre des bêta-bloquants, j'étais un peu systématique. Mais je constate que les jeunes générations sont plus prudentes et donc regardent ce volume d'éjection systolique et effectivement ce cutoff de 30 ou 35 millilitres par mètre carré semble pertinent pour, adapter. D'accord, et pour la fonction droite, est-ce que tu as des, pareil, tu utilises finalement les mêmes cut-off que dans la littérature? Il y a pas de ils définissaient pas d'autres cut-off particuliers ici, hein? Non, c'est une valeur, longitudinale, s'il y avait pas de cutoff défini. OK, très bien. Je ne sais pas si les autres, modérateurs ont des questions sur ce papier, avant qu'on conclue? Non plus, c'était clair. Je crois je sais pas dans le chat, j'ai pas l'impression qu'il y ait de questions non plus. Non, j'en ai pas N'hésitez vu, pas, hein. hein. Bon et ben, écoutez, parfait. Si, il y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir, conclure cette session. Donc encore, très belle session et je remercie, tous les participants et les présentateurs et donc on se donne rendez-vous le 20 novembre pour la prochaine session de bibliose. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Merci, bonne journée. Merci, bonne journée.